après le... Est-ce que vous avez déjà appelé le département informatique juste pour savoir, pour vous entendre dire, est-ce que vous avez essayé de redémarrer? Aujourd'hui, nous allons parler de pilote. Généralement, le pilote, c'est le pilote en commande et généralement, on s'attend à ce qu'il soit au contrôle. Mais aujourd'hui, les pilotes sont de plus en plus des informaticiens, des utilisateurs d'ordinateurs et qui sont moins en moins capables de voler à la main. Donc, si maintenant vous imaginez être un pilote qui est en train de voler avec 200 personnes par un ordinateur, est en train de voler un énorme ordinateur et quand il appelle l'informatique, on lui dit « Vous avez essayé de redémarrer ?» Donc, j'aimerais bien dire bonjour à Bernd Zicker, qui est un ingénieur système et un analyste accident qui est spécialisé dans l'ingénierie reverse et spécialisé dans le développement des systèmes de sécurité et qui parle de problèmes dans l'automatisation de l'informatique. Et a priori, la plupart des gens posent la question, la plupart des pilotes se posent la question, et qu'est-ce que c'est en train de faire? Donc, merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais savoir un petit peu qui d'entre vous sont des pilotes? Ah, il y en a quand même pas mal. Des pilotes commerciaux? Ah, il y en a beaucoup moins. ATP? Ah, il y en a un. OK, je peux te voir. Certains d'entre vous vont savoir des choses. J'espère qu'il y aura des nouveautés pour tout le monde. Et commençons. Donc, ce qu'il a expliqué, c'était un petit peu du folklore. Ce que le héros a dit, c'est pas complètement vrai, mais il y a un petit peu de vérité quand même. Ce dont j'aimerais parler, c'est l'automatisation dans les appareils. Et c'est pas juste un ordinateur et le pilote n'a rien à faire. Et sinon, il y aurait un pilote et un chien et le pilote est là pour donner à manger au chien et le chien est là pour mordre le pilote s'il couche-toi que ce soit. C'est pas encore exactement la façon dont c'est, mais nous allons parler des méthodes d'analyse, des méthodes d'analyse d'accidents, pas uniquement dans l'aviation. Et ensuite, je vais vous expliquer une petite histoire de manettes de gaz et comment les pilotes réagissent aux problèmes ou pas, selon les cas. Et sinon, j'ai vu beaucoup de présentations à propos de voitures qui se conduisent elles-mêmes. Nous allons en parler un petit peu aussi et avoir une conclusion préliminaire. Et je ne sais pas si je suis correct. Donc, qu'est-ce que c'est que l'automatisation dans les avions? Le plus intéressant, c'est que dans tous les avions et dans beaucoup de petits avions, il y a toujours, ils sont requis. Il faut au moins au moins un pilote automatique. Si vous voulez voler aux instruments, ça a été un petit peu détendu, mais il y a beaucoup de petits avions qui ont toujours ces pilotes automatiques. Donc il y a 3 niveaux de vol. Le premier, c'est manuel, où le pilote bouge les contrôles et l'avion fait ce qu'il dit. Ensuite, il y a l'autopilote simple, où le pilote règle plusieurs choses, la vitesse, l'altitude, etc. Et la troisième, il y a beaucoup plus où il va y avoir des points et l'altitude. Et le troisième, où il y a un plan de vol qui est rentré à l'avance et où l'ordinateur prend le contrôle de toutes les étapes, de régler les altitudes et les vitesses. Il y a beaucoup de systèmes qui sont contrôlés par le contrôle automatique, typiquement les spoilers au sol, les volets, et aussi des systèmes accessoires. Par exemple, la pressurisation de la cabine est entièrement automatisée de nos jours. Alors, qu'est-ce que l'automatisation dans les avions n'est pas? Ce n'est pas un pilote en plus. Le pilote en commande est toujours le pilote de l'avion. L'autopilote peut gérer la plupart des actions, à part dans quelques cas extrêmement rares, avec des incidents assez exceptionnels. L'autopilote fait ce qu'on lui dit de faire.
Par exemple, l'autopilote n'est pas celui qui va décider de combien tourner. C'est le pilote qui va donner les ordres au pilote automatique sur comment tourner. Quelques avions militaires ont des systèmes qui vont détecter les montagnes et éviter de voler en plein dedans. Mais dans tous les cas, la responsabilité d'avoir un vol sûr et de décider où aller incombe toujours au pilote en commande. En mode manuel, il n'y a pas d'automatisation. C'est au manche et au gouvernail. On bouge le manche, on bouge le gouvernail, l'avion va dans une direction. C'est parfois légèrement assisté sur certains avions, vous en avez peut-être entendu parler. Le mode pilote automatique a deux modes, le mode sélectionné et le mode managé. Le mode sélectionné est plus simple, le pilote entre le cap, l'angle de grimpage et la vitesse. Le mode manager, le pilote peut entrer des informations de plus haut niveau et l'ordinateur décide du cap, de la vitesse, etc. dynamiquement. Ce pas des systèmes extrêmement fiables. Si un des sous-systèmes ou une des entrées donne des informations qui divergent un peu de ce que le pilote automatique attend, le pilote automatique va se déconnecter. Ils ne peuvent pas gérer quoi que ce soit d'inattendu. Et la plupart du temps, les organes de décision sont triples. Si un d'entre eux est en désaccord, les deux autres peuvent décider de quoi faire, mais si deux décident qu'ils ne savent pas comment procéder, le système se déconnecte. Alors, on va parler très brièvement de la méthode formelle qu'on a développée pour l'analyse des accidents. On appelle ça le « pourquoi parce que », l'analyse « pourquoi parce que ». C'est une façon de formaliser la causalité dans les accidents. On essaye d'analyser comment un incident a pu se produire sur un avion. Et quand plusieurs experts, il y a de l'objectivité, le plus d'objectivité possible dans le processus. C'est-à-dire que quand plusieurs experts font la même analyse, ils dessinent généralement le même graphe à peu de choses près. Alors, l'automatisation, c'est difficile. C'est difficile de le faire correctement. Quand on a un objet qui se déplace, un avion, un train, une voiture, il n'y a pas d'état par défaut qui est sûr. On ne peut pas juste tout éteindre et décider que tout va bien. Quand on est dans les airs et que les choses commencent à mal se passer, le rôle de l'ordinateur est de décider quelle est la chose la plus sûre à faire. Il n'y a pas de choix par défaut. Et c'est un choix très difficile. Parfois, ces systèmes se trompent et ne prennent pas la bonne décision. Alors, dans la plupart des cas, les données que le système automatique reçoit, nous arrivons dans des situations où il y a où on s'attend où les entrées sont les mêmes, mais la décision est fausse. Il y en a très peu, c'est très rare, mais il y en a. Ça arrive. Quelques décisions que les ingénieurs ont besoin de prendre en faisant le design, c'est que faire si quelque chose ne fonctionne pas, si quelque chose casse. C'est une combinaison, si c'est des choses individuelles ou des combinaisons, quand les petits moteurs, les engins, des senseurs, des capteurs. Que faire? Que faire dans ces cas avec le reste des systèmes et que dire au pilote? Si on pourrait s'attendre à ce que le pilote veut savoir tout ce qui est cassé, quelle petite valve, quel capteur, mais si tout est faux, dans ce cas, si tout tombe en même temps, lesquelles sont les plus importantes? Lesquelles doivent être communiquées à l'équipe de vol? Et ça peut
et ça peut donner une saturation du pilote s'il a trop d'informations, puisqu'ils ne savent plus ce qui est, puisque les alarmes viennent de tous les côtés, ils ne savent plus donner de la tête. Il y a beaucoup d'écrans qu'ils doivent regarder, d'affichage, et certains messages d'erreur sont supprimés dans à certains moments du vol, juste pour ne pas surcharger le pilote. Et des choses qui sont absolument essentielles au sol, par exemple les spoilers d'aile dans le touchdown. Ils sont très importants pour l'atterrissage, pour que l'avion ne saute plus, mais puisque l'avion est à une vitesse dans laquelle il pourrait encore voler, donc ils sont largement au-dessus de la vitesse minimale pour voler. Donc il faut ces spoilers pour être sûr que l'avion ne se remette pas à voler. Mais les spoilers détruisent complètement la portée. Donc, il ne faut pas les ouvrir en vol, les déployer en vol. Donc, l'ordinateur doit être absolument certain que l'avion est déjà au sol quand il déploie les spoilers. S'il fait ça quelques secondes trop tôt, alors que l'avion est encore une centaine de mètres au-dessus du sol, il va y avoir un accident fatal. Dans la plupart des avions de ligne, dans presque tous, il y a la manette des gaz est pilotée automatiquement. Non seulement, il contrôle aussi combien de puissance va au réacteur. Donc il y a les deux plus grands. Donc c'est ce qu'on appelle des back-driven, des manettes. Donc, OK. L'ordinateur adapte la poussée de façon à adapter à ce qu'il y a sur la manette. Lorsqu'il doit prendre pour sur ces autres systèmes, contrairement au premier où la manette bouge et l'ordinateur bouge la manette pour refléter la décision qu'il a prise, sur ces systèmes, par exemple chez Airbus, la manette reste généralement à la même position pendant tout le vol. Et on va étudier du coup deux exemples d'incidents dans lesquels ce système de manette automatique ou de poussée automatique plutôt a joué un rôle. Alors, vous allez voir deux avions qui vont décrocher, qui vont atterrir, pardon. Le premier est un atterrissage normal. Ça prend son temps, c'est pas très rapide. Et le deuxième est un avion qui a un accident. C'est le même jour, à quelques minutes de décalage, même aéroport. Et vous pouvez voir le premier qui a ralenti et le deuxième qui va beaucoup plus vite. Donc ça, c'était le premier. Et ça, c'est le deuxième. Donc, comme vous l'imaginez, ça, c'est pas bien fini. C'était d'ailleurs un des pires accidents de l'histoire de l'aviation au Brésil. 200 personnes sont mortes. Et vous pouvez voir ici un enregistrement qui était dans la boîte noire de l'avion. Et ici, vous pouvez voir ces deux graphes qui sont intéressants. Le premier, c'est TLA pour Thrust Lever Angle, l'angle de poussée, l'angle de la manette de poussée. Donc, quand l'avion atterrit, la poussée est mise à zéro, puis est mise à l'envers. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que le pilote n'a mis qu'une de ces deux manettes de poussée en poussée inverse. Ça a donné du coup à l'ordinateur des signaux incohérents sur est-ce que le pilote voulait atterrir ou pas. Donc, l'avion n'a pas automatiquement freiné, n'a pas automatiquement sorti les spoilers.
Et ça a donné ce qu'on a vu, ça s'est très mal fini. Some people said, well, with tactile feedback from the thrust levers, if the pilots had been used to that, donc, il y a des gens qui se sont dit, oui, mais avec des manettes automatiques à retour tactile, le pilote aurait su ce qui se passait et ça ne serait pas passé comme ça. Donc, il y a des gens qui ont dit que les manettes automatiques, les manettes qui bougent toutes seules, auraient évité cet accident. Alors, est-ce que c'est vraiment toujours mieux? Voilà un autre accident lié au contrôle de la poussée. Dans ce cas-là, c'était un Boeing 737 à Amsterdam Schiphol. Il y a eu un petit défaut technique et ça a poussé l'ordinateur à croire qu'il était encore à une trentaine de mètres au-dessus du sol. Qu'il était 8 pieds en dessous du sol. Et donc, du coup, il a freiné, sauf qu'il était trop haut, il était à peu près 200 pieds de hauteur. Le pilote ne l'a pas vu et n'a pas vu la vitesse qui décroissait. Il y a eu un décrochage et 9 personnes sont mortes. C'était modérément dur comme crash. C'était toujours un problème. Donc, les systèmes d'auto-poussée automatique sont, dans ce cas, si la manette avait été poussée, était statique, il n'aurait pas poussé plus que ça. Donc, il aurait poussé plus fort et ça n'aurait pas réduit la vitesse autant que ça. Donc, au total, qu'est-ce qui est mieux? Vous pouvez compter les accidents dans lesquels ça a joué un rôle, mais il y en a si peu, il y en a moins que les doigts d'une main. Donc, statistiquement, c'est pas significant. Ça signifie rien statistiquement. Donc, on ne peut pas dire quel système est meilleur que l'autre. Les deux ont des problèmes connus. Et c'est une des décisions, comme ingénieur, on peut pas faire il n'y a pas d'argument définitif. Donc, il y a un avionneur qui va faire l'un et l'autre qui va faire l'autre. Donc, c'est comme l'avion 214 à San Francisco. Certains vont s'en souvenir. Il n'y a que 3 personnes qui sont mortes parce que l'avion a juste brûlé après l'évacuation. Donc, la poussée automatique n'a pas fonctionné comme on s'y attendait. OK. Le pilote s'attendait à ce que la vitesse soit gardée constante. Il y avait 5 pilotes dans le cockpit. Et quand quelqu'un a commencé à pousser la manette, les réacteurs ont besoin de temps pour se mettre en poussée, pour démarrer plus ou moins 8 secondes, et c'était pas suffisamment de temps. Et après que les réacteurs ajoutent leur poussée, il faut que l'avion lui-même se mette à avancer plus vite. Et là, il y a quand même eu un décrochage. Et là, pareil, 3 personnes sont mortes. Et des fois, il y a des fois où il n'y a rien qui est faux qui est cassé dans l'ordinateur. Ça fonctionne comme c'est censé fonctionner. Mais les personnes on espère que les gens qui volent savent tout, qui ont plus de training. Est-ce qu'il faut plus d'entraînement? Possible. Est-ce qu'il faut des crew resource management? C'était un gros débat dans les dernières décades. Le pilote en commande n'est pas un dictateur. Il faut qu'il écoute les autres, même si c'est lui qui prend la décision finale. Mais est-ce que les pilotes font toujours des bêtises? Par exemple, par chance, non. Par exemple, cette fois-ci, il n'y a pas eu de... Il y a deux personnes qui ont réussi, par exemple, à sauver. Tout le monde connaît Chesley Sullenberger, le film vient juste de sortir. Excellent pilote, super décision pour trouver la plus grosse surface plate dans le coin. Sinon, Peter Burkill, vert. Qui connaît Peter Burkill? Quelques-uns. C'est celui qui a sauvé à peu près autant de gens. Il a sauvé autant de personnes que Sullenberger en approchant London Heathrow. Il a perdu la poussée dans les 2 engins.
et il a réussi à poser l'avion dans l'aéroport, mais pas encore sur la piste d'atterrissage. Ça a été un atterrissage, ça a été un crash, mais il n'y a pas eu de mort. OK. Donc, les avions, c'est une chose, mais il y a aussi les voitures. Et est-ce que quelqu'un a une voiture qui se conduit toute seule ou qui utilise les changements de voie, l'aide pour le changement de voie? Pas tant que ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de leur faire confiance à ces nouveaux systèmes. Une des grosses différences est que les pilotes vont faire voler les pilotes qui font voler des avions de ligne ont beaucoup d'entraînement et ils apprennent sur cet avion, ce modèle spécifique. Et c'est très contrôlé, il y a beaucoup de régulations. Et pour les voitures, d'habitude, s'il y a un problème, tu poses, tu te mets à droite, tu stoppes et tout va bien. Et les voitures ne peuvent pas décoller dans la troisième dimension. Et il y a beaucoup d'obstacles au sol. Il y a des avions, des gens, des voitures, des maisons. Alors que dans l'air, généralement, il n'y a pas grand-chose. C'est pas complètement vide. Les collisions en l'air arrivent, mais elles sont très rares. Le système automatique dans une voiture automatique ou dans les voitures autonomes que nous avons aujourd'hui ont besoin de surveillance. Et si le système fonctionne trop bien, les pilotes, le conducteur peuvent l'oublier et penser que c'est parfait et du coup laisser leur attention divaguer. Les pilotes font ça aussi de temps en temps, mais dans une équipe, c'est une équipe. Si le pilote automatique tombe, il a quelques minutes pour réagir, au moins quelques secondes. Alors que sur une voiture, s'il y a un problème et vous êtes dans une course, vous avez des fractions de secondes pour sauver la voiture. Alors, certains d'entre vous ont entendu parler du problème du car, trolleyologie. C'est basiquement l'idée, c'est une voiture autonome pourrait avoir à prendre la décision, est-ce qu'il vaut mieux tuer l'occupant ou tuer des gens qui sont sur la route ou autour? Et ça, je pense que c'est un problème qui est fondamentalement insoluble sur le plan philosophique, sur le plan éthique. On ne peut pas laisser les ingénieurs des fabricants de voitures décider ce genre de choses, décider de la valeur de la vie des gens sur la route, et s'il y a une seule personne dans la voiture et 3 sur la route. Est-ce que c'est pas mieux de se prendre un arbre et de tuer la seule personne dans la voiture plutôt que 3 personnes qui étaient devant? Ça, c'est des situations qui vont peut-être réellement se produire. Et je vois vraiment pas quelle est la bonne réponse à ça, si encore il y en a une. Alors, il y a des ingénieurs qui ont carrément proposé une solution qui serait de faire un choix aléatoire. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Mais quoi qu'il arrive, avec la décision que les logiciels vont prendre à ce moment-là, des gens vont mourir. Et c'est vrai aussi pour les avions, en passant par là. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, l'automatisation, c'est difficile. Et dans certains cas, comme les voitures autonomes, peut-être que c'est impossible de faire ça parfaitement. Quel est l'état dans lequel le système doit se trouver pour être le plus sûr possible? Qui sait? C'est très dur de réussir à trouver la bonne réponse à ça, même dans des systèmes comme les avions.
qu'est-ce qu'il faut afficher à l'opérateur et quand. Dans bien des cas, ça aiderait beaucoup le pilote quand le système automatique s'arrête de savoir des détails précis, vraiment des détails de comment le système marche. Et il y a des diagrammes logiques dans les manuels des pilotes, mais ils sont à titre informatif seulement. Ils ne sont pas à connaître dans les examens. Par exemple, quand on parlait des spoilers au sol, c'est intéressant de savoir quelles sont les conditions exactes que l'ordinateur veut satisfaire avant de déployer ces spoilers. Mais certains de ces problèmes, je pense, ne peuvent pas être laissés aux ingénieurs seulement. Il faut des psychologues, peut-être des sociologues, d'autres gens qui savent comment marche la psyché des humains, comment les humains réagissent, comment ils pensent, comment ils utilisent les informations, pour qu'on puisse guider les ingénieurs pour qu'ils conçoivent des systèmes qui permettent de prendre les meilleures décisions. Et il faut savoir et il faut être conscient que certains de ces problèmes, peut-être, resteront insolubles. Merci. Je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. Oui, un peu de temps pour les questions. Première question. Ah non. Première question, microphone numéro 3. Oui, vous parlez du problème éthique, du problème du chariot, du trolley problem. Et généralement, quand on parle de ce problème-là pour les systèmes automatiques, comme les contrôles, les pilotes automatiques d'avion ou dans les voitures, ça m'énerve toujours un peu quand c'est les philosophes qui en parlent. Il y a une décision qu'on peut faire et qui est le système devrait être prédictible, notamment quand on parle des voitures. Ce qui est le plus important, c'est que tous les participants agissent d'une façon prédictible, d'une façon déterministe. Sortir de sa voie, c'est la chose la plus dangereuse qu'on puisse faire. Et du coup, en cas de problème, cette décision n'est pas la même, pas la bonne. La décision définitive, c'est continuer à conduire vers la voiture devant nous. Merci de poser votre question. La question est, pourquoi est-ce qu'on dit que ce problème ne peut pas être résolu de façon éthique? Alors, si c'était que des humains qui avaient à résoudre ce problème, s'il n'y avait que des voitures qui devaient résoudre ce problème, oui, mais les humains ne sont pas déterministes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire. Et on ne peut pas exiger des humains qu'ils se comportent de façon déterministe. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps pour en discuter maintenant. Microphone numéro 2. Laissez-moi essayer. Alors, vous avez dit que dans l'automatisation des avions, quand il y a un petit problème, le système va se déconnecter et on va espérer que le pilote règle le problème. Oui. Mais ce que je comprends, c'est que les pilotes doivent quand même suivre les procédures et ne pas faire des décisions aléatoires. À propos des statistiques, quand la procédure standard n'est pas applicable, et dans combien de ces cas est-ce que le pilote a réussi à sauver le vol? Non, je ne connais pas de statistiques, mais il y a un super problème avec ça, c'est qu'en général, la boîte noire n'est lue que quand il y a un accident et strictement hors limite quand il n'y en a pas. Si ils sont généralement lus, mais uniquement anonymisés. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait des statistiques à propos de ça. Micro numéro 4. Je voulais demander le système IT Security, ce que je trouve très bon, de la façon dont les accidents sont gérés, c'est que le rapport est complètement public. Si vous voulez lire,
si vous voulez lire tous les détails techniques de la catastrophe Challenger. Et toutes ces informations sont là. Et la question, pourquoi est-ce que ce n'est pas dans l'informatique? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce genre de choses? Et on n'a pas encore réussi à atteindre ce stage où toutes les données et l'analyse des données est publique pour que tout le monde puisse en apprendre. Et ça a été la... La réponse simple, c'est qu'il n'y a pas de... On n'en a pas besoin légalement. Et si c'était obligatoire, si c'était pas obligatoire, personne ne le ferait. Parce que c'est très embarrassant d'avoir un accident. C'est probablement la chose. Dernière question. Microphone 1. Alors, une des raisons pour lesquelles on a une l'automatisation dans les avions, c'est pour réduire la charge de travail des pilotes, parce que trop de travail sur un pilote cause des accidents. Et dans ce dont vous parlez, ce que vous êtes en train de dire, c'est quand quelque chose se passe mal, ça met encore plus de pression sur le pilote, parce que le pilote doit se demander, mais qu'est-ce que le système est en train de faire maintenant? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que l'approche classique, c'est d'automatiser encore plus. C'est-à-dire que si ça échoue, le pilote a encore plus de travail. Mais le mode de pensée là-dessus évolue un peu. Et les fabricants, les avionneurs, ont de plus en plus quand même l'idée de laisser le pilote voler en mode manuel plus souvent. Pendant assez longtemps, on pensait qu'il fallait automatiser le plus possible et qu'il n'y avait que le décollage et l'atterrissage qu'il faudrait faire à la main. Et maintenant, le mode de pensée a un peu évolué à il faut mettre le bon niveau d'automatisation. C'est-à-dire, par exemple, de faire une partie de l'atterrissage automatique, mais de faire l'approche à la main. Ce qui permet aussi de garder les pilotes, de laisser aux pilotes la pratique dont ils auront besoin en cas de problème. Merci. Beaucoup d'applaudissements pour Bernd Zicker.